Vous êtes en direct sur EDN Télévision, Diaspora FM. L'émission, c'est Matin d'Eden et puis nous sommes dans la rubrique L'analyse. Je suis déjà avec mes analystes politiques et puis mes confrères sur ce plateau. Madjou, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Hugues Hector, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Oumar, le vendredi, on l'a vu. Quel est le plan de la journée? J'espère que c'est sûrement chargé. Bon, rien de spécial. C'est vrai qu'on va préparer le week-end. Je sais que c'est là où vous voulez en venir. Mais avant ça, il y a le boulot d'abord. Ça d'abord, c'est important. Oui, il y a plein de choses à préparer pour le travail, pour donc informer la population. Et juste après, on pensera au week-end. Super. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Omar, bonjour également aux téléspectateurs, aux auditeurs de la Diaspora FM. La plateforme ce matin, Hugues? Je vais très bien. Parfait. Alors je démarre justement avec vous. Le premier sujet, c'est bien sûr impartialité. Dans la délivrance des quitus fiscaux, le parti Les Démocrates appelle à la démission de Robert Wadaï. C'est tout à fait une démarche responsable parce que vous savez, le ministre de l'économie, le ministre d'État de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, se retrouve désormais être le candidat désigné de la mouvance présidentielle. Vous ne pouvez pas vous retrouver juge et parti. Aujourd'hui, occupant le poste de présidentiable donc, dans notre pays, en tout cas pour le compte de la mouvance présidentielle, ce ne serait pas assez décent de le voir toujours diriger, je vais dire, un ministère à partir duquel on délivre le quitus fiscal. Parce que c'est la Direction générale des impôts qui se retrouve être un département, ou du moins une direction dont il en a la suprématie. La charge. Donc, c'est ce département-là qui délivre le quitus fiscal. Donc, pour moi, quand l'opposition demande à ce qu'il puisse démissionner, je trouve que c'est la moindre des choses qui aurait pu être recommandée. Et je ne sais même pas pourquoi, jusqu'à présent, le ministre d'État ne le fait pas. Parce que quand vous vous retrouvez dans cette posture-là, certains se sont posé la question de savoir pourquoi le ministre d'État passe au niveau des partis politiques, alors que c'est des jours ouvrables de travail. Oui, c'est des questions légitimes que les citoyens peuvent se poser. Oui, tout à fait, c'est légitime parce qu'il devrait avoir forcément quelque chose à faire. Il devrait se retrouver à son poste en tant que ministre d'État en train de servir la République. Au même moment, c'est le tour ou le balai au sein des partis politiques. Nous l'avons vu, il était chez Ayadi, l'UP puis le BR. Exactement. Oui. Et sans aucun doute, dès la semaine prochaine, ce sera avec Renaissance nationale, puisque ce sont les 4 partis politiques de la mouvance qui soutiennent aujourd'hui sa candidature. Donc, quand ça se passe ainsi, on se dit... On se pose beaucoup de questions. Oui, on peut se poser beaucoup de questions. Et puis, de par le passé, il faut quand même questionner l'histoire. De par le passé, vous avez vu certains candidats de l'opposition, en l'occurrence, qui avaient souhaité bénéficier de leur quitus fiscal. Ça a pris du temps. Au moment où ça a été délivré, ça ne leur a plus été pour autant utile afin qu'ils puissent participer au processus électoral. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une autre démarche. Ce n'est ni les élections communales, encore moins les élections législatives. Il s'agit des élections présidentielles. Et ça, quand on parle d'élections présidentielles dans un État, dans une nation, ça intéresse le dernier citoyen du pays. Donc c'est pour vous dire que le défi est immense. Et par conséquent, il faut veiller au grain. Et aux petits détails également. Exactement. Oumar Diandjou, oui, nous parlons de cette actualité. Le Parti Les Démocrates qui appelle à la démission de Romuald Wadaï. Bon, je pense qu'ils sont comme on appelle, dans leur plein droit. C'est plutôt logique ce qu'ils demandent. Ils ont peur, ils craignent, on va dire, des conflits d'intérêts. C'est-à-dire, le ministre est là, il est dans l'appareil d'État, il bénéficie de tous les moyens qui vont, donc avec le fait qu'on est dans l'appareil d'État. Donc, il est également en charge de la délivrance. Voilà, donc il faut faire très attention. C'est vrai, c'est leur logique.
c'est vrai, il doit pouvoir le dénoncer. C'est la preuve que nous sommes en démocratie. Ils ont le devoir, enfin, je ne vais pas dire le devoir, ils ont le droit, on va dire, de dénoncer cela, de crier, d'être vigilant, de crier que, attention, on a peur de ceci, on craint ceci, voilà. C'est tout à fait leur droit. Mais quand on a fini de dire tout ça, et que toi as déjà dit tout l'essentiel par rapport à ça, mais quand on a fini de dire ça, moi j'aimerais juste ajouter ceci, c'est que dans tous les pays du monde, le président sortant, il reste toujours dans le système, il est toujours dans l'appareil d'État. Et malgré ça, il arrive que l'opposition le batte et prenne donc le pouvoir. Je pense que l'opposition béninoise également doit pouvoir se mettre peut-être dans cette logique-là et se dire, oui, c'est vrai, ils ont tous ces moyens-là, oui, c'est vrai, aux heures de travail, il arrive qu'ils soient battus là-bas, oui, c'est vrai, il peut y aller, on ne travaille pas 24 sur 24 non plus, on est à son petit temps où on peut donc se retrouver à faire autre chose que ce pourquoi on est donc en fonction dans l'appareil d'État. Donc il peut arriver. Maintenant, si on se laisse omnubilé par le fait que, coûte que coûte, ils sont capables de le faire, c'est ça qu'ils vont faire. Bon, finalement, on ne va plus avancer, on ne va plus pouvoir donc déployer. Moi, je leur dis tout simplement de prendre conscience de la tâche qu'il leur reste à mener, de tout le travail qu'il leur reste à faire et de se mettre au travail, aller au contact des populations dès maintenant, pouvoir donc conquérir les voix donc, de tous ceux qui sont peut-être encore indécis, qui ne savent pas encore, voilà, qui hésitent, qui se demandent, mais c'est pour celle, c'est pour tel qu'on va voter ou bien c'est pour un autre. Donc il y a tout ce boulot-là à faire encore. Moi je pense qu'on peut aussi se concentrer. Mais qu'ils le disent, ils sont dans leur droit. C'est ça même. Oui, mais c'est tout à fait légitime, c'est leur droit. Mais au-delà de ça, rappelons que de tout temps, le président sortant, ça je le dis vraiment pour les rassurer, pour leur dire, mais de tout temps, le président sortant, il reste toujours au pouvoir pendant que les élections sont organisées. Et là encore, c'est le président sortant qui a les pleins pouvoirs pour agir partout où il veut. Mais malgré ça, il arrive quand même que, voilà, et l'opposition arrive quand même à gagner dans certains de ces cas. Donc, à partir de cet instant, je dis, rassurons-nous, soyons tranquilles, dénonçons, crions, alertons, mais n'oublions pas non plus le travail qui reste à faire, parce que rien n'est encore fait. Ce n'est pas parce qu'il est ministre d'État et que tout de suite, la DIA gagne les élections. Non, tout dépendra de comment est-ce que nous aussi nous allons nous battre sur le terrain. Tout dépendra de comment, de l'adversité qu'on va lui opposer, du combat qu'on va mener également. Donc, il faut peut-être penser à d'autres stratégies. Ils l'ont déjà dit, c'est déjà bon. Passons maintenant au boulot, je veux dire. Ils ont déjà obtenu les parrainages, oui, effectivement, à la Sénat. Ça a été fortement médiatisé. Oui, ça a été fortement médiatisé parce que bien avant, il y a eu donc le soutien de Léon Basile là aussi au candidat comment on appelle, de la mouvance présidentielle. Donc il leur fallait forcément sur le plan médiatique frapper du poing sur la table et dire, ben écoutez, c'est vrai, vous entendez des rumeurs, mais nous on reste toujours soudés. On a nos parrainages, on a tout. Non, ça c'est de bonne guerre. Ils l'ont fait, ils ont mis le tapage médiatique qu'il fallait autour. Maintenant, le plus dur, donc, on va commencer sur le terrain. Voilà, le plus dur maintenant, c'est le terrain. Il faut continuer à dénoncer. Je ne refuse pas non, mais c'est le rôle de l'opposition. Il faut dénoncer, il faut critiquer, il faut alerter. Il ne faut pas oublier le boulot à faire. Parce que même dans d'autres pays qui étaient même des États, on va dire, autocratiques, il y a eu donc des opposants qui ont pu quand même gagner des élections et qui ont pu donc renverser le régime en place malgré tout ce que les gens craignaient, comment on appelle, les conflits d'intérêts, les manigances politiques, voilà, les coups bas et tout. Mais les gens ont quand même réussi à remporter les élections. Hugues Tazogo, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est vrai qu'il faut que les gens se mettent au travail, que ce soit au niveau de la mouvance, tout comme au niveau de l'opposition. Parce que quand vous suivez un peu ce qui se passe aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on a déjà fini d'organiser les élections présidentielles au Bénin. Vous avez le sentiment que le candidat de la mouvance présidentielle, une fois qu'il a été désigné, c'était comme si on était au lendemain. On avait déjà élu le président. Oui, c'est le sentiment que ça donne. Ouais. Vous aviez plusieurs jeunes qui aujourd'hui occupent
les plateformes numériques et qui ne font que parler du bien du candidat, tout comme s'il était le seul meilleur candidat au Bénin. Les soutiens proviennent déjà de part et d'autre, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ça, vous connaissez... Même au niveau de la diaspora, nous avons vu aujourd'hui les confrères l'ont largement soulevé dans les quotidiens. Vous savez que la presse a été marginalisée depuis pratiquement 9 ans. Ouais. Et c'est la seule période au cours de laquelle la presse arrivera à glaner quelques billets. Oui. Ce n'est pas des informations. Ne me détournez pas. Et quelques billets. Donc, a priori... Avant les billets, il faut quand même l'information. Non, de quelle information vous parlez? Quand on vous envoie un article, on vous demande de le publier juste au niveau de votre organe de presse. Ce n'est pas un article de presse. Soyons quand même conséquents. Donc, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si on était parti d'hier aux élections et qu'on avait... C'était déjà gagné d'avance. Oui. Donc, le travail, oui, mais c'est également au niveau de la mouvance présidentielle. Alors, nous allons rester toujours dans le même registre, parler toujours des élections. Accord politique entre l'UPR et la FCBE, nous apprend le Télégramme, et puis bien d'autres organes. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir assister à ce mariage. Quelles sont vos impressions? C'est dommage. Je suis écœuré. Ah bon? Je suis abasourdi. Ah bon? Je suis plus que triste dans mon âme. Et ça vient confirmer les faits de ceux qui, à un moment donné, pensaient que ce parti, Force Corripon et Bénin émergent, se retrouvait dans une dynamique pour faire du mal à un certain nombre de compatriotes. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'un parti dont le leader politique s'est retrouvé dans un passé très récent à occuper le poste, je vais dire, de représentant de l'opposition de manière institutionnelle, dans notre pays, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que systématiquement on change de... Comment on appelle? On change de casquette pour finalement se retrouver avec la mouvance présidentielle. Ça pose un problème éthique. C'est vrai, on me dira qu'on est en politique, que la morale, l'éthique et tout le reste n'ont pas leur sens, mais quelle est la leçon que nous voulons inculquer aux générations montantes? Quelles sont les valeurs que nous voulons présenter, les valeurs de citoyenneté? Laisser aux futures générations. Que représente pour nous la loyauté au cœur de la République? Je suis très perturbé par ce que j'ai entendu là. Très perturbé. Parce qu'un parti de l'opposition se retrouve du jour au lendemain à dire qu'il veut faire un accord parlementaire. Avec quelle formation? Avec l'Union progressiste, le renouveau, qui s'est réclamé de tout temps au regard du nombre de députés qu'il a pu obtenir, du nombre de maires qu'il a pu obtenir au cours de la mandature finissante, comme le plus grand parti politique du pays. Accepter ça, pour moi, c'est de l'inceste politique. Ça ne devrait pas exister. Vous voulez nous accompagner. Si vous trouvez aujourd'hui que la mouvance offre quelque chose d'exceptionnel et que par conséquent, vous voulez changer de casquette politique, ce n'est pas un problème. Accompagnez-nous. Mais ne nous demandez pas de venir s'il y a un accord politique avec vous. Parce que ce qui va se faire là, excusez-moi du peu, mais c'est dire indirectement au chef de l'État qu'il a échoué à la réforme du système partisan. C'est pas possible. Un parti politique de l'opposition. Et de par le passé, les gens disaient non, ce parti-là ne se retrouve pas au niveau de l'opposition, c'est un parti mitigé. Il est là. Juste là pour. Et là, je pense que. Les réalités sont là. J'ose croire que c'est de la rumeur. Je continue de le dire. J'ose croire que c'est de la rumeur. Sinon, c'est pas du tout bien. Nous allons constater au cours de la journée, justement, parce que nous apprend les quotidiens, c'est aujourd'hui que va être scellé ce pacte. Oui, je n'ai rien contre le fait que le pacte soit scellé. Mais l'histoire retiendra. L'histoire retiendra. Ce qui est sûr. Qu'au-delà de tous les efforts, de toute la volonté manifeste du chef de l'État,
au cœur de la mouvance présidentielle, il y a eu une erreur de casting politique. Je suis sûr. Parce que là, c'est pas bon. Imaginez un peu qu'un parti comme Moël Bénin prenne la décision aujourd'hui d'aller signer un accord de gouvernance, un accord de... Avec les démocrates. Un accord parlementaire avec les démocrates. Imaginez, est-ce que vous pensez un peu à la scène? Non, mais oui, au tollé. Mais ça aussi, c'est la politique. On peut s'attendre à tout. Hein. Finissons-en. Si nous avons pris pratiquement 9 ans pour dire que notre passé honteux, nous devons l'inscrire définitivement dans les pages tristes et qu'on ne doit plus jamais les ouvrir. Oui. Mais pourquoi on nous présente ça? Pour quelle finalité? L'Union progressiste, le renouveau, a si tant peur pour aujourd'hui. Quand vous prenez les forces Cori pour un Bénin émergent, il y a quoi dedans? Ça pèse quoi? C'est combien de députés à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas le bon père. Dites-moi, c'est combien de députés à l'Assemblée nationale? C'est combien de maires élus? Pas plus tard qu'hier ou avant-hier. En tout cas, cette semaine, il y a eu des défections au niveau de ce parti politique-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vendre finalement au peuple béninois? Qu'est-ce qu'on veut présenter finalement comme projet politique au peuple béninois? Je ne me retrouve pas du tout. Je me pose des questions. Je veux juste savoir ce qu'on est en train de nous dire indirectement. Parce que lorsqu'on parle d'accord parlementaire, c'est pour une finalité. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans une posture d'opposant et qui vous a dit que tout ce que vous avez développé comme stratégie, mode de gouvernance, durant pratiquement 9 ans, voire 10 ans, n'était pas du tout... que ça n'a suivi aucune logique. Celui-là se retrouve du jour au lendemain, parce qu'on est à la veille des élections, pour venir vers vous et dire, ben, je veux signer un accord, je veux travailler avec vous. Où est la conviction? Est-ce à dire qu'on ne se retrouve plus au cœur des partis politiques pour les idées? Il n'y a pas de cadre capable de réfléchir pour dire, mais attention, ce qu'on est en train de faire là, c'est un scandale d'État. De toute façon, on va observer. Moi, j'attends, je continue de le redire. Pour moi, c'est de la rumeur. J'attends que les faits donnent raison à ces organes de presse pour apprécier. Parfait. On va aller en jouer. Oui, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'aberrant, il n'y a rien de surprenant. Moi, j'estime que c'est nous qui sommes plutôt dans une logique un peu bizarre et que je ne comprends pas du tout. Oui, une logique bizarre en tant qu'analyste politique. On se dit que non, l'opposition doit être homogène, l'opposition doit être unique, l'opposition, on doit marcher forcément dans les rangs de l'opposition. Tout le monde doit parler d'une même voix. C'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas du tout la démocratie. Ce n'est pas du tout une grille d'analyse qui tient la route, à mon humble avis. Lorsque quelqu'un rentre en politique, lorsqu'une personne rentre en politique, il y entre selon ses convictions, selon son idéal, selon son idéologie, selon ses intérêts également. Et donc, à partir de cet instant, n'empêchez pas un homme politique de marcher, d'être un électron libre. C'est cela même la politique, c'est pouvoir marcher selon ses convictions, pouvoir défendre ses convictions coûte que coûte. J'ai rappelé très souvent ici que dans ce qui fait croire à certaines personnes que l'opposition doit être coûte que coûte unie. On ne peut pas dire je suis opposant mais proche donc de ce que les gens font. Je suis opposant mais je comprends plus ou moins ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez ce qui fait ça donc souvent? C'est parce que très souvent, oui, on peut être opposant. Et les exemples, je les donnais mais à plusieurs reprises ici. Je reprends encore un exemple. Peut-être qu'on va finalement écouter et comprendre. Lorsque vous prenez les écologistes, la plupart du temps, dans les pays les plus développés, les écologistes sont des personnes, enfin, sont des formations politiques qui très souvent se retrouvent dans l'opposition. Très souvent. Ils se battent pour la planète, ils se battent pour le bien-être donc je sais pas moi, de l'environnement, voilà, du cadre de vie des animaux, de la biodiversité, la préservation de tout. Donc, préserver donc la planète. Et très souvent, ils sont dans cette logique-là. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Lorsqu'un gouvernement vient, malgré que les écologistes ne soient pas encore en mesure de prendre donc le pouvoir d'État, il arrive quand même que leur message, ce qu'ils disent,
interpelle quand même quelques formations politiques, qu'ils soient de la gauche ou de la droite, ainsi de suite. Donc, lorsque quelqu'un qui prend le pouvoir, un président arrive, il prend le pouvoir et il comprend que, bon, attends, ce que quand même ces écologistes-là défendent est plutôt logique, c'est plutôt intéressant. Il faut qu'on se batte un tout petit peu quand même pour la planète, parce qu'il faut léguer quand même une certaine planète à nos enfants. Enfin, la planète dans un certain état à nos enfants. Parce que c'est notre vivre ensemble, c'est notre... Il prend la mesure de mettre dans son programme d'action quelques éléments importants donc, qui vont dans le sens donc, des écologistes. Et dans ces cas-là, que font souvent les écologistes? Qu'est-ce qu'on fait souvent? On va vers eux. On dit, ben, écoutez, venez, on va gouverner ensemble. Vous qui comprenez plus ou moins l'écologie, vous qui comprenez plus ou moins toutes les stratégies pour donc préserver la planète, venez, donnez-nous quelqu'un qui peut quand même mettre en place... Voilà, donc ils sont capables de donner un ministre donc, à ce gouvernement. Cela ne fait pas des écologistes des gens sans morale, des gens sans conviction, des gens qui n'ont rien compris à la politique. Bien au contraire, c'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils veulent défendre. Donc, comme monsieur, parce que c'est l'intérêt parce que c'est leur intérêt, parce que c'est leur intérêt, la préservation de la planète, passer un message aux citoyens pour dire non, à partir de maintenant, il faut donc... C'est plutôt noble, on va dire. Et donc, quand on prend ce cas-là et qu'on le met en lien avec ce qui se passe aujourd'hui avec les FCBE, rappelez-vous, j'ai dit que ce sont les intérêts qui priment. Aujourd'hui, comment est-ce que les FCBE, vous-même vous plantez quelquefois le décor et puis après vous dites, vous le jetez encore de l'eau propre dessus. Ils sont incapables aujourd'hui, en l'État, de pouvoir donc désigner un candidat à eux tout seuls. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce qu'ils font? Et je l'ai toujours dit, j'ai dit, faites très attention. Chacun fait la politique selon ses convictions, selon ses intérêts. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau. Ne les accusez pas. Vous ne connaissez pas leurs objectifs. Et très souvent, on les critiquait. On leur disait, non, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas nets. Il y a ci, il y a ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas avec les autres opposants? Voilà les intérêts pour lesquels ils ne vont pas avec les autres opposants. Eux, ils veulent être un parti qui va continuer à exister au vu justement des nouveaux tests que nous avons aujourd'hui. S'ils n'ont pas de candidat, et qu'ils ne vont pas aux élections, ce parti est voué à faire quoi? Est voué à mourir. Et donc, plutôt que de voir leur parti mourir, ils sont capables de faire donc comment on appelle, des coalitions possibles, enfin des coalitions avec d'autres partis, que ces partis soient de l'opposition ou de la mouvance. Quel est le parti qui a suffisamment de parrainage au point d'en donner à d'autres aujourd'hui? Ce sont ces partis-là de la mouvance présidentielle. Donc, ce qu'ils veulent faire là, c'est une décision audacieuse. Les FCBE ont quand même des militants et militantes. Ça vous étonne? Depuis que les FCBE ont commencé et depuis qu'on a toujours parlé de ça sur ce plateau, ils n'ont jamais été très proches du reste de l'opposition. Ils ont toujours dit, nous, notre opposition, nous le faisons seuls. Monsieur Oumpen n'a jamais caché ce qu'il est. Il a toujours dit, c'est nous qui venons... C'est nous qui venons très souvent avec nos convictions, qui venons très souvent avec nos certitudes qu'on refuse de briser, de casser, avec des certitudes bizarres. On vient, on s'assoit, on dit non, on va juger selon nous, ce que nous comprenons de la moralité en politique. Donc, dès l'instant où il ne se met pas avec le reste de l'opposition, il n'est pas très bien sur le plan moral, il n'est pas honnête, il dupe le peuple, il fait ce qui, parmi eux, ne dupe pas le peuple. Moi, je dis... Laissez chacun faire de la politique à sa manière. Et tout ce que j'ai dit depuis le départ, imaginez un seul instant, et j'ai fini avec ça, imaginez un seul instant qu'ils avaient écouté nos analystes politiques ici, par exemple, qui défendent tout le temps, oui, il y a l'homogénéité, et que, juste pour éviter que les gens les critiquent, M. Paul Oumpen décide par exemple, ok, on va rester avec le reste de l'opposition, le front qu'ils ont créé là, on va être dedans, on va faire la bataille, et on va faire avec eux. Donc on cache finalement notre jeu. Et au dernier moment, là maintenant, ils sortent et puis ils disent non, je m'en vais. Comment est-ce que vous allez l'interpréter à partir de ce moment-là? Donc pour moi, ils ont été honnêtes. Ils n'ont jamais caché leur jeu. C'est nous qui sommes omnibulés par le fait que l'opposition doit être coûte que coûte unique. Il n'y a pas d'opposition homogène, pas dans tous les pays. C'est lorsque peut-être le combat se rassemble et que peut-être on a un autocrate au pouvoir et que coûte que coûte, on veut faire venir quand même la démocratie. Il faut l'éjecter, il faut le déboulonner. Là, c'est autre chose. On se met tous ensemble pour cette vision-là. Pourquoi voulez-vous que
des gens aient une certaine morale parce que tout simplement, vous pensez que l'opposition doit être unie, homogène. Non, ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Nkwe. J'aime les positions tranchées, mais il a le droit, de faire la politique comme bon lui semble. D'accord. Hugues Hector Zogo, c'est là les avis de Oumar Danjou. Ce sont ses avis, je les respecte. Ce dont je suis convaincu, c'est que les masques finissent toujours par tomber. Tôt ou tard. Les masques finissent toujours par tomber. Nous sommes là, face aux réalités. Je vous fais lecture du décret numéro 2021-183 du 28 avril 2021 portant nomination de M. Paul Nkwe en qualité de chef de file de l'opposition. Et ce décret a été signé par le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Serem, Maxime Kenom, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Sakalafia, et par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaye. Aujourd'hui, candidat de la mouvance. Pardonnez. Ça, c'est la loi fondamentale qui lui donne ce pouvoir. Et nous avons pris nos milliards pour investir dans un parti, d'accord, pour que cette personne et son parti politique puissent jouer le rôle de l'opposition. Parce qu'il s'est réclamé acteur de l'opposition. Il y a un décret, je viens de vous en parler, je viens de vous donner les références de ce décret-là. Vous avez pris les sous du contribuable béninois pour vous retrouver dans une posture d'opposant. Non seulement dans une posture d'opposant, mais dans une posture de chef de file de l'opposition. C'est pas des moindres. J'espère qu'un jour, tous ces acteurs-là se retrouveront pour nous dire exactement comment est-ce qu'ils ont géré les sous qui ont été mis à disposition des partis politiques. Parce que c'est inadmissible, c'est inconcevable. Je suis écœuré quand aujourd'hui j'entends dire que c'est pour des intérêts. Donc ça voudrait dire qu'en réalité, tous ces compatriotes qui ont trouvé à un moment donné qu'on a connu par exemple un parlement monocolore et qu'en démocratie, il faut travailler à respecter le droit de la minorité qui s'exprime à travers l'opposition, tous ces compatriotes-là, ils ont raison. La démocratie n'a pas commencé au Bénin. Arrêtons ce chantage, cette forme de vouloir passer au pédant. Non, arrêtons ça. La démocratie n'a pas commencé par le Bénin. La démocratie... D'autres ont fait l'expérience. La démocratie... Et continue d'ailleurs. La démocratie, c'est la mouvance, c'est l'opposition. Ce n'est pas chez nous. Nous ne sommes pas les créateurs, nous ne sommes pas les initiateurs de la démocratie. C'est deux courants. Vous êtes soit de l'opposition ou soit vous êtes de la mouvance. D'accord? Ce sont les deux courants qui font la force de la démocratie. Et il n'est pas dit que l'acteur de l'opposition se retrouve de tout temps à critiquer. C'est tout comme si on ne maîtrise pas ce qu'on appelle... C'est qu'on ne maîtrise pas le rôle de l'opposition dans un État démocratique. Quel est ce rôle? L'opposition, ce n'est pas pour ce que nous connaissons. L'opposition, outre ce que nous connaissons, l'opposition est dans une démarche d'esprit critique. Cessons d'être des acteurs d'esprit de critique. L'opposition n'est pas là pour se retrouver dans une posture de critique, mais plutôt dans une posture critique. Ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes là, vous contrôlez l'action du gouvernement, mais au même moment, vous proposez la solution que vous trouvez être la meilleure, donc la solution juste. Ça veut dire que vous n'attaquez pas le gouvernement parce qu'il faut l'attaquer simplement. Vous dites, le gouvernement a pris telle option. Nous ne sommes pas d'accord, mais voici ce que nous proposons. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Bénin, on n'a pas encore cette opposition assez forte qui puisse discuter ne serait-ce que des idées, mais qui discute malheureusement les des ordres. Comment on appelle ça, Hugues Hector Zogo? Je ne saurais le dire, puisque je ne suis pas un acteur
du parti Les Démocrates. Vous pouvez analyser. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, ouais. Ils ne sont pas les seuls acteurs de l'opposition. Tout ce que je sais, c'est que quand on a en face l'opposition, son rôle, c'est de pouvoir dire, sur le plan X ou Y, nous ne sommes pas d'accord. Mais ne nous arrêtons pas à ça. Voici ce que nous proposons. Pourquoi dans les États mieux développés que nous, on fait appel à l'opposition pour des questions d'intérêt national? Pourquoi ça se fait? Ils ont aussi leur mot à dire. Mais pourquoi la loi fondamentale, si l'opposition n'avait pas pour autant son sens, pourquoi le chef de l'État s'est permis de prendre un décret pour donner sens au chef de file de l'opposition? Quelqu'un d'autre se serait retrouvé aujourd'hui à vouloir porter le parti dans cette posture, que ça ne m'aurait pas gêné. Mais Paul Rompé, non. Parce que je l'ai dit. Mais c'est celui qui a été chef de file de l'opposition. Et ce n'est pas qu'on a changé Patrice Talon. Il est toujours au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on a changé Patrice Talon. Patrice Talon est toujours au pouvoir. Mais qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Depuis pratiquement 9 ans. Et c'est au moment où on parle des élections. Des élections. Que subitement, mais c'est à l'actif de la mouvance. La mouvance a profité de ça. Ah oui. C'est normal, puisqu'on est en politique. La politique, c'est le 1 plus 1. Ce n'est pas, ce n'est pas la soustraction, comme on le dit. La soustraction n'est pas en jeu. Ce n'est pas en jeu. Non. Mais l'addition dont on parle, ou la multiplication dont on parle, ça arrange la mouvance. Mais j'ose croire oui. que les mêmes ne reviendront pas demain pour nous parler d'autocratie, pour nous parler de dictature, parce que c'est des mots qui sortent bien souvent. Ne soyez pas surpris qu'à la fin des élections, nous allons, plaise à Dieu, nous retrouver encore sur ce plateau. Plaise du ciel, oui. Et faire le débat. Quand le parti FCBE ne parviendra même pas à obtenir peut-être un seul maire sur tout le territoire national, c'est en ce moment-là qu'on va écouter à nouveau Paul Rompé et on saura s'il y avait un intérêt particulier en tout cas, à se retrouver. Nous attendons de voir la suite. C'est le seul instant qui m'attend, que j'attends. Le seul instant, c'est-à-dire la suite. Après qu'on ait organisé tout ceci, qu'on se retrouve maintenant avec les résultats, que les populations qui sont parties aux urnes puissent démontrer avec quelle force ils aiment le parti Foscori pour un Bénin émergent. Oui. Que le parti puisse parvenir à gagner peut-être une 50aine de maires au Bénin grâce à cet accord parlementaire qui va être signé sans aucun doute aujourd'hui ou les jours à venir. Mais toujours est-il, je continue de le dire, au cœur d'une république, ce qui tient, c'est la liberté des idées. Parfait. Je suis surpris d'entendre la dernière phrase, la liberté des idées. La liberté des idées qui ne permet pas à quelqu'un de penser ce qu'il veut. D'abord, je vais vous dire une chose. Sur ce plateau, on a du mal à élever le niveau du débat, mais bon, c'est pas bien grave, je l'accepte, c'est comme ça, c'est ce qu'on a sous la main, on prend comme ça. Et l'autre chose, pourquoi on n'arrive pas à élever le niveau du débat, c'est parce que j'entends des invectives. On traite son vis-à-vis de pédant. Moi, j'estime que c'est un manque d'arguments. C'est pas intéressant d'invectiver l'autre lorsqu'on est sur un plateau de télé. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il y a un amalgame qui est fait et c'est bien malheureux. Quand vous entendez chef de file de l'opposition, c'est du français. Tout à fait. Dans un État, par exemple, où il n'y a pas une loi qui décrète, c'est-à-dire qui donne un titre à quelqu'un, chef de file de l'opposition, et que l'opposition se met en place pour constituer un bloc bien solide et désigne un leader qui va porter donc sa voix, ses convictions. Moi, en tant que journaliste, lorsque je vais vouloir faire mon rapport, je peux utiliser le mot, enfin le vocable chef de file de l'opposition pour désigner cette personne-là. Et à partir de cet instant, cela ne veut pas dire que c'est un titre que la loi chez lui accorde. Mais par contre, c'est plutôt l'idée du fait qu'il est le leader aujourd'hui de l'opposition. Chez nous, au moment où M. Paul Rompé prend,
j'essaie quand même d'élever le niveau du débat. J'espère que ça va prendre. Lorsque M. Pont-Loumpé est désigné comme chef de file de l'opposition, c'est un titre. Cela ne l'empêche pas d'avoir ses convictions. Et une grande responsabilité. C'est une responsabilité. Une grande responsabilité. Et avec un cahier de charge. Oui. Donc, on va le juger selon ce cahier de charge. Est-ce que dans son cahier de charge, il est compris dedans qu'il doit défendre les convictions de l'autre camp? L'opposition. Il est écrit dans son cahier de charge qu'il doit être, coûte que coûte, membre de toute coalition, de tout bloc que le reste de l'opposition forme. Est-ce que c'est écrit dans son cahier de charge? Vous savez, moi j'ai un principe, hein. Moi ça c'est moi. Je ne sais pas utiliser les arguments de la foule. Parce que je ne suis pas de la foule. Moi, je suis un analyste politique. Je prends du recul, je me projette et je mets les choses en relation. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'on n'a pas créé la démocratie. Oui, je marche selon ça. Et je donne encore un autre exemple pour essayer encore d'éclairer. Si on n'est pas totalement omnubilé par ces certitudes, on doit pouvoir le comprendre également. Prenez aujourd'hui le cas de la France. Excusez-moi, c'est chez eux qu'on a copié, puisqu'on a dit qu'on n'a pas créé. C'est chez eux qu'on a copié. Le cas aujourd'hui de la France, il y a une opposition. Allez vérifier très bien tout ce qu'il y a comme grand événement sur le plan politique là-bas aujourd'hui. A-t-on une opposition unie en France? L'opposition est-elle homogène en France? Il y a les insoumis, par exemple, de Mélenchon, qui sont là, qui font le tapage, qui sont vraiment les trublions, on va dire, de la politique française. Attendez, je vais finir. Attendez, je vais finir. Qui sont des trublions avec Mélenchon, qui sont véritablement des trublions de la politique française aujourd'hui, qui sèment le désordre à travers leurs idées et leurs convictions. Le reste de l'opposition ne suit pas. Il y a le parti de Mme Le Pen qui est là, qui sont plutôt de l'extrême droite, que les autres ont du mal à suivre. Même quand ils sont de la droite, ils se disent non, on n'a pas envie de coller notre image à ces gens-là. Qu'est-ce que vous... C'est l'opposition. Attendez, c'est toujours... Je viens. C'est l'opposition. On est d'accord? Oui. Et on a déjà, rien qu'en France, on a déjà deux dans l'opposition qui ne vont jamais être ensemble, mais ils sont dans l'opposition. Une opposition qui est de l'extrême droite et une autre qui est de l'extrême gauche, mais complètement opposée. Mais ils constituent aujourd'hui, ils font partie de l'opposition aujourd'hui en France. Ils n'ont pas les mêmes convictions, bien au contraire, mais ils sont diamétralement opposés. Ça sera mon dernier mot par rapport à ce sujet, parce que moi, j'estime que le niveau ne s'élève pas. Et à partir de cet instant, je ne répondrai plus à une question sur ce point-là. Parce que je n'admets pas, parce qu'on manque d'arguments, parce qu'on manque comment on appelle, de prérequis pour comprendre un certain nombre de choses, on traite son second de pédant. Donc à partir de cet instant, moi personnellement, sur ce sujet, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne reviens plus dessus. Donc, si vous voulez, tout le temps, si c'est sur ce sujet, vous pouvez continuer donc le débat avec... Oui, Hugues Zogo. Je voudrais vous remercier pour m'avoir permis de reprendre la parole par rapport à cette question fondamentale. Je trouve quand même que dès qu'on retrouve un parti politique, la première chose qui reste le leitmotiv, c'est ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie. C'est à partir de l'idéologie que se construit ce qu'on appelle... La vie d'un parti politique. Merci, la vie d'un parti politique. Il y a ce qu'on appelle les valeurs, il y a ce qu'on appelle la mission, il y a ce qu'on appelle la vision. Tout ça tourne autour de l'idéologie. Ce qui fait que vous ne retrouverez pas un démocrate partager la même vision qu'un républicain, par exemple. D'accord? On va encore replacer le contexte pour que la... Élevons le niveau. Non, je ne voudrais pas rentrer dans ces expressions très peu courtoises sur un plateau de télévision. Vous savez très bien que quand on parle d'une démocratie, c'est à la fois le respect de la décision majoritaire, mais aussi c'est le respect du droit de la minorité. Cette minorité-là s'exprime exclusivement par la voix des opposants. Être opposant ne voudrait pas signifier
qu'on vous porte une chaîne au cou et qu'on vous dise systématiquement, vous devez forcément vous allier à tous les autres partis politiques ou à tous les autres mouvements qui font de l'opposition. Pourquoi on veut faire croire un instant que systématiquement, parce que je suis un acteur de l'opposition, je dois partager ce qui se dit au niveau... Prenez l'exemple simple. La mouvance présidentielle. Ouais. Aujourd'hui, elle est formée de 4 partis politiques. Mais au lendemain de la désignation du candidat de la mouvance, on vous dira que cette candidature a été portée par l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et pourtant, la mouvance présidentielle s'est retrouvée avec 4 partis politiques. Il reste Mouel Bénin et puis Renaissance nationale. Mais pourquoi, pourquoi on n'a pas parlé tout de suite, en un premier temps, de ces 4 partis politiques et on a signifié que ce sont 2 partis politiques qui ont porté la candidature simplement parce que à l'Assemblée nationale, ce sont ces 2 partis politiques-là qui sont représentatifs. Ça ne voudrait pas dire que les 2 autres partis qui appartiennent à la mouvance n'ont pas soutenu la candidature. Et pour preuve, le présidentiable s'est retrouvé déjà au niveau du parti Mouel Bénin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, semaine prochaine, il va se retrouver avec le parti Renaissance nationale. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes membre de l'opposition que systématiquement, vous deviez applaudir tout ce qui vient de l'opposition. Ça aurait été de l'aberration. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est que vous avez pris plusieurs milliards de francs CFA au nom d'un parti de l'opposition, une institution, c'est-à-dire qu'un test statutaire admet le rôle de chef de file de l'opposition. Pendant plusieurs années, vous vous êtes retrouvé à jouer le rôle de ce chef de file de l'opposition. Vous avez pris plusieurs milliards de nos compatriotes. D'accord? Et à la veille des élections, vous vous retrouvez avec votre parti politique pour dire que vous changez de casquette pour un accord parlementaire. Et ce qu'on me sort comme argumentaire, c'est qu'il y a les intérêts en politique. La nation est au-dessus de tout. D'accord. La nation est au-dessus de tout. Omar Danjou, on passe à un autre sujet. C'est mieux qu'on passe à un autre sujet, puisque les FCBE n'ont jamais porté de casquette, ils n'ont jamais porté de masque, ils ont toujours exprimé ce qu'ils étaient. Les gens ont toujours critiqué, ils ont toujours dit... Nous allons apprécier peut-être... Oui, ils ont toujours dit, nous, on ne veut pas se mettre avec le reste de l'opposition. Est-ce que c'est une première? Ça vous étonne, vous, si M. Oukoué se dit... Pourquoi vous avez du mal à aborder le troisième sujet? D'accord, parfait. Nous allons... Pourquoi vous êtes pressé? Vous ne serez pas pressé. Frid Mbedi, il sera difficile à l'opposition de trouver un profil meilleur, apprend le porte-parole du gouvernement. Il sera difficile à l'opposition de trouver un profil meilleur. Est-ce que c'est cela qui justifie peut-être, jusqu'à cette heure, on ne sent pas encore, on n'a pas encore la précision par rapport au nom de ce candidat de l'opposition? Non, moi je ne pense pas. Parce que c'est vraiment difficile? Non, c'est pas que c'est vraiment difficile. Enfin, ça peut être compliqué aussi, hein, ça dépend, parce qu'il y a certainement des discussions au sein également donc, de les démocrates pour essayer de trouver le bon profil. Le bon profil face à un candidat quand même connu déjà. Qui a un assez bon profil aussi, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui est un bon technocrate, qui a un bon parcours. Et quand on prend un Romuald Wadani, je l'ai dit, je crois avant-hier sur ce plateau, c'est quelqu'un qui a pratiquement le même profil qu'un certain Dieudonné Soglo, qu'un certain Koupaki, qu'un certain Abdoulaye Biotchane, qui est bien solide. Un certain Yahi Boni même. Donc, c'est des gens qui sont plutôt, on va dire, des hauts potentiels intellectuels sur le plan, on va dire, de la connaissance de l'économie des États, de comment est-ce qu'on met les stratégies économiques en place. Donc, ça, c'est déjà un premier aspect, peut-être, auquel il faut pouvoir répondre au sein de les démocrates. Donc, ils vont commencer à réfléchir. Pas que le Bénin n'a pas encore d'autres fils aussi intelligents que M. Romuald Wadani. Parce que là, déjà, nous voyons déjà des forces
Faustine, des noms qui circulent déjà sur les plateformes. Oui, c'est tout à fait normal, comme quand M. Wardani n'avait pas encore été désigné. Donner des pistes, voilà, comme quand M. Wardani n'avait pas encore été désigné dans la mouvance présidentielle, c'était tout à fait normal aussi, on entendait pas mal de noms de gauche à droite. Donc, tant qu'on n'aura pas donc, la désignation de ce candidat, on sera toujours, voilà, justement, de la spéculation dans comment on appelle, de la projection. Il se peut que ce soit ci, il se peut que ce soit cela. Maintenant, par rapport au porte-parole du gouvernement, moi, je pense que ça, c'est bon, c'est de la propagande politique qui commence. Et il faut faire peur, à l'adversaire, il faut bomber le torse. Voilà ce que nous on a donné, c'est le meilleur possible. Est-ce que vous pensez que vous pouvez... Non. Et puis, il y a certains aussi qui viennent finalement jeter, il y a certaines choses qui viennent jeter de l'eau au moulin, donc on va dire de la majorité présidentielle. C'est quoi la première des choses? C'est que on a l'impression, quand on écoute et un peu les Béninois aujourd'hui, la plupart du temps, moi j'ai fait un reportage dessus, je suis sorti avec espoir, on a entendu les Béninois, j'étais même obligé, en arrêt, dès que l'interview est fini, j'ai dit au monsieur, mais on n'a pas encore fait la présidentielle, cher ami. C'est pas encore le président. Et à côté de ça aussi, il y a l'autre aussi qui est sorti, l'un des députés qui dit non, il soutient finalement. Bon, c'est vrai que pour lui, il y a des raisons qui sont liées au fait que peut-être ils sont de la même région du Bénin, on va dire. Donc, un fils de chez moi qui va être élu président, c'est tout à fait normal que je soutienne. Mais sinon, moi, je pense que c'est sûr que l'opposition réfléchit. C'est sûr que l'opposition est en train d'étudier les différents, comment on appelle, les différents dossiers. Le casting se poursuit, on va dire. Et donc, les jours à venir vont nous édifier, vont sortir un candidat. Moi, je ne crains pas, je ne doute pas qu'il puisse trouver des gens capables de faire face à... Parce que le Bénin regorge forcément de comment on appelle, de compétences et de talents qu'on peut mettre en face de lui. Oui. Le porte-parole du gouvernement dit qu'il sera difficile à l'opposition de trouver un profil meilleur. Est-ce que c'est ça qui justifie justement le fait que jusqu'à l'heure là, nous n'avons pas encore le nom de l'opposition, celui qui va faire face à Ahmed Wardani? On n'a pas encore officiellement le nom, mais il y a quand même des tractations, il y a des noms qui s'entendent prononcer au niveau des coulisses. Vous avez par exemple Maître Renaud Agboyo, qui s'est retrouvé depuis plusieurs années déjà à être conseiller juridique, je crois, de l'ancien président Boni Yayi. Il a défendu le dossier de notre compatriote Rekiat Madougou, du professeur Joël Aïvo, également avec un concert, c'est quelqu'un que nous connaissons quand même. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien pour les valeurs morales, éthiques, le droit à la liberté surtout, qu'il défend de tout le temps. Et donc, il est également très jeune, je crois de la cinquantaine, pratiquement. Donc, si l'opposition arrivait quand même à s'entendre autour... avec ce joker, par exemple. Avec ce joker, sans doute, ça pourrait faire balancer un peu les choses. Parce que ce qu'on a toujours reproché pour la mandature de Patrice Talon, c'est quand même le respect des droits humains. On a eu tout ce qu'on connaît en termes de réalisation d'infrastructures économiques, des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires et tout le reste. Mais sur le pan du respect des droits humains, il y a un véritable problème qui s'est posé. Il y a les statistiques, les organisations internationales de défense des droits de l'homme qui sont montées au créneau à plusieurs égards. Et donc, aujourd'hui, si l'opposition surfe sur ce petit détail-là, ça pourrait faire balancer les choses. Parce que vous savez, quand vous êtes un chef d'État et vous venez réformer un pays, il y a plusieurs personnes qui sont réfractaires parce que, habitués à un certain nombre de faits de par le passé, ne veulent pas changer les habitudes. Donc, ça fait que, systématiquement, il y a, je dirais, des personnes, à un moment donné, qui se disent, bon, il faut qu'on fasse partir toute l'équipe. Donc, du coup, même si vous avez le meilleur profil ou vous avez le meilleur candidat que vous présentez,
juste parce que vous étiez réformateur, les gens préfèrent que vous puissiez partir avec votre équipe. Maintenant, en dehors de lui, tout à l'heure, avec la photo que notre réalisateur nous a montrée à l'écran, il y a aussi Maître Tierno Olori-Togbe, qui fait partie quand même de ces noms-là qui reviennent de plus en plus. Visiblement, il aurait même eu une séance avec le président Boniaï au cours de la semaine. C'est lui qui est à ses côtés, je crois. Exactement, c'est un avocat aussi. C'est un avocat aussi. Et puis celui-là, d'ailleurs, il a été conseiller technique juridique du ministre d'État actuel. Quand vous parcourez un peu son profil, il s'est retrouvé à faire Harvard Kennedy School aux États-Unis. Il s'est retrouvé à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, l'UCAO, que vous connaissez très bien. Il y a par exemple Paul Sésame University, ça c'est à Marseille en France. Vous avez Aston University. C'est quelqu'un. Quand vous parcourez un peu son profil, vous vous rendez compte que c'est un jeune aussi qui a du poids. Si l'opposition, en tout cas pour ce que je suis en train d'apprendre, si l'opposition arrivait effectivement à le convaincre, parce qu'il a, visiblement, il est dans un dilemme, ayant servi le ministre d'État en tant que conseiller technique juridique, et se retrouver sur la même liste en tant que candidat avec lui, ça pourrait gêner un peu. Mais on est en politique. Il y a bien d'autres noms également. Il y a bien d'autres noms. Il y a le docteur Eric Adja qui il y a Nouroudine Saka Saleh. Nouroudine Saka Saleh qui d'ailleurs avec, regardez cette photo-là, vous voyez, il est avec Maître Olori-Togbe là. Et puis le Babab à Moussou, Bruno. Donc quand on commence par regarder, quand on commence par voir ces photos-là ensemble, d'ailleurs j'ai parcouru un peu, puisque le sujet était annoncé, j'ai parcouru un peu leurs différentes pages ce matin et je me suis rendu compte que chacun d'eux a publié l'une de ces photos-là. Est-ce à dire qu'ils sont déjà en train de préparer psychologiquement les compatriotes béninois à dire nous arrivons? Puisque d'ailleurs Guy Dossou-Mitope a signifié au cours de la journée d'hier qu'ils arrivent. Ça voudrait dire que l'opposition est aussi prête. Donc pour moi, c'est vrai, on a un ministre d'État en face. Nous connaissons son parcours, nous avons vu les résultats. Mais l'opposition ne manque pas également de... L'opposition ne manque pas aussi de candidats. Vous avez l'honorable Éric Rondeté. Éric Rondeté, oui. Vous savez, quand il était deuxième vice-président à l'Assemblée nationale, tout le combat qu'il avait mené, oui. Il était partant présidentiable en 2016, pardon. D'accord. Oui, très rapidement. Oui, il y a beaucoup de noms qu'on peut citer. Si c'est des noms, on va citer, mais aujourd'hui, on ne finira pas. Que pensez-vous, par exemple, de quelqu'un comme Eric Adja? Oui, c'est des personnes qui peuvent également briller. Et quand je prenais la parole, j'ai dit que je ne doute pas un seul instant qu'on puisse trouver, c'est-à-dire un profil capable de tenir la dragée haute, donc au ministre d'État Romuald Ouaddaï. Oui. Mais au-delà de ça, au-delà donc du challenge, parce que quand en désignant le ministre Ouaddaï, c'est un challenge également. Le challenge de la jeunesse, il y en a, il a cité quelques-uns, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de paramètres également à prendre en compte. Si c'est jeunesse, rien que jeunesse, il a quand même 10 ans, Ouaddaï a 10 ans d'exercice du pouvoir que peut-être les autres n'ont pas. Donc sur ce point, il peut, donc faut pas se baser uniquement dessus. Il y a d'autres, comment on appelle, si je peux m'exprimer ainsi, d'autres paramètres ou d'autres filons sur lesquels doivent pouvoir suivre pour aller trouver le bon. Par exemple, Romuald Ouaddaï est un technocrate. Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à aller voir quelqu'un qui a ce côté un peu plus politique encore, c'est-à-dire à la fois technocrate et très politique aussi, parce que l'une des choses qu'on peut reprocher à la gouvernance du président Patrice Talon, en tout cas beaucoup de Béninois, sur laquelle ils restent sur leur faim, c'est que sur le plan social, on a attendu beaucoup de choses et ce n'est pas arrivé. Donc, on peut chercher pour pouvoir donc contrer donc Ouaddaï, chercher quelqu'un qui est
plus ou moins technocrate, mais pas complètement technocrate, mais qui a une bonne compréhension. Parce que, comment on appelle, les réalités politiques aussi, ça compte. Sur le plan social, sur le plan donc, des relations, sur le plan de l'influence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, quelqu'un qui peut apporter un peu plus de social, si on fait l'effort peut-être d'en trouver, parce que Romuald Daouda, la première critique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que c'est un technocrate qui viendra peut-être ajouter un peu plus de rigueur, de la rigueur. Et puis bon, finalement, voilà. Donc, s'ils peuvent chercher dans ce sens, ça serait bien aussi. D'accord. Oui, rapidement. 9 ans ayant participé au gouvernement, ça voudrait dire qu'elle porte entièrement la charge de tout ce que le président Patrice Talon aura exécuté comme programme. Donc, du coup, quand au moment opportun, la campagne présidentielle serait ouverte, c'est sûr que les compatriotes béninois auront la possibilité de revenir sur un certain nombre de faits. N'oubliez pas les dossiers de terre se retrouvant dans le périmètre, de la route des pêches, par exemple. C'est des dossiers, il y a quelques dossiers sensibles. C'est des dossiers assez sensibles qui pourraient éventuellement ne pas militer en sa faveur. Maintenant, quand vous parlez de l'opposition, je crois, ma foi, que si le casting arrivait à se porter sur un certain Nouroudine Saka Saleh et Maître Renaud Agbodjo, ou sur l'honorable Eric Roundete et puis Maître Olori Togbe, ça va être très difficile pour le ministre d'État de pouvoir s'en sortir. D'accord, très difficile. Nous allons marquer une petite parenthèse. Hugues Acteur Zogo, Bénin-Zimbabwe, c'est ce soir à 17h. Votre pronostic? Comment est-ce que ça va se passer selon vous? Une idée? Bénin-Zimbabwe, c'est ce soir. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez que notre fibre patriotique ne nous recommande pas de faire autre chose que d'accompagner le 11 national de tous nos voeux. Combien de buts pour le Bénin? 1-0, ça suffit largement. C'est le score qui fait le plus mal. Merci de l'inscrire. 1-0. Oui, Oumar Diandjou. Oui, moi, j'entrevois également une victoire du Bénin. Je vais rester très convaincu, un bon patriote. Combien de buts? Peu importe le score. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Moi, je pense peut-être à 3-0. Même 3-2, ça ne me gêne pas. Parfait.